Bonsoir à toutes et à tous. 11 morts, 716 contaminations, le bilan s'alourdit tous les jours. On vient d'apprendre qu'une nouvelle députée à l'Assemblée nationale avait attrapé le virus et est hospitalisée. De son côté, le gouvernement a ordonné la fermeture de toutes les écoles dans l'Oise et le Haut-Rhin, et ce pendant 15 jours à partir de lundi. Face à la progression inexorable du virus, le gouvernement annonce le stade 2 renforcé et se prépare à décréter le stade 3. Concrètement, que va changer ce stade 3 dans notre vie de tous les jours? Où en est-on de l'épidémie et de l'évolution de la maladie? Faudra-t-il rester confiné chez soi comme le sont les habitants de Wuhan depuis plus d'un mois maintenant? Comment se protéger les siens et les plus exposés à la maladie? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Stade 3, ça changera quoi ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Juvin. Vous êtes chef du service des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris. Bonjour. Agnès Ricard-Ibon, bonsoir. Vous êtes présidente de la Société française de médecine d'urgence. Bonjour. Élodie Lepage, journaliste au service Société de l'Obs, où vous avez signé cet article « La course au traitement ». L'Obs qui titre cette semaine « La grande peur de l'épidémie ». Et enfin, Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Philippe Juvin, première question, on est en stade 2 renforcé, ça veut dire quoi? Et c'est quoi la différence par rapport au stade 3? Alors il y a un petit graphique qui va nous permettre de mieux comprendre les différents stades de cette épidémie. Si vous pouvez nous le commenter. En réalité, dans le plan pandémie grippale, il y a 4 stades. Il y en a un quatrième derrière. C'est après, quand on se remet au travail et qu'on guérit de l'épidémie. Mais en fait, il faut bien comprendre, il faut que les gens qui nous entendent comprennent que c'est une continuité. Il n'y a pas brutalement, demain à 8h, on est au stade 3. En réalité, quand le gouvernement parle de stade 2 renforcé, ça montre déjà bien qu'on est sur un élément qui se poursuit. En fait, simplement, c'est très simple. Au début, quand on a très très peu de cas, on fait en sorte de les détecter très vite. Chaque fois qu'il y en a un, de faire une enquête épidémiologique où chaque fois qu'on dit que M. X a été malade, qui a-t-il vu hier, avant-hier, qui a-t-il embrassé, avec qui est-il allé au restaurant, avec qui il a travaillé. C'est pour ça qu'on remonte au patient zéro. Exactement. Là. Mais plus que ça, on va faire une enquête épidémiologique quasi policière autour de chaque cas en stade 1. Puis au stade 2, on n'a plus le temps de faire ça, on y est actuellement, et on freine la propagation du virus. En pratique, comment fait-on? Eh bien, on a des mesures qui permettent de mettre à l'abri tous ceux qui sont suspects. Aujourd'hui, dans mon hôpital, comme dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, si vous venez avec de la fièvre et de la toux, et que vous n'avez pas de critères d'hospitalisation, on va vous dire rentrez à domicile, restez un certain nombre de jours, on pourra en parler chez vous, avec un masque. Faites attention à la transmission, c'est le stade 2, mais on n'ira plus rechercher, comme on le faisait avant, qui vous avez vu les derniers jours, tout simplement parce que sinon le système est débordé. Et puis le stade 3, c'est ce que font les Italiens, c'est ce qu'ont fait les Chinois au bout d'un seul mois. En Chine, je vous rappelle, le premier cas, c'est le 7 décembre, et le 16 janvier, un bon mois après, simplement, ils passent au stade 3 en disant à tout le monde, on ne bouge plus, on ne travaille plus, restez chez vous, fermeture des métros, etc. Eh bien, le stade 3, c'est le gouvernement peut décider, mais il faut bien comprendre, pas partout en France, là où ça sera nécessaire, la fermeture de telles structures économiques, de telles structures publiques, de telles écoles, et peu à peu, on va vers un stade 3. Et d'une certaine manière, quand on dit qu'il faut fermer les écoles dans l'Oise, c'est du stade 3. Mais simplement, on parle d'un stade 2 renforcé à la fois pour mettre fin à cette panique dont il faut qu'on parle, là, parce que les gens paniquent d'une manière, je pense, totalement déraisonnable dans cette affaire, et parce que ce n'est pas généralisé. Alors, moi, j'avais compris que le stade 3, c'était on laisse le virus se propager, il est là parmi nous, on n'y peut plus grand-chose, mais simplement, on va s'attacher à guérir, à protéger les personnes les plus vulnérables et à guérir les malades. Oui, mais en fait, déjà, on s'attache à guérir les malades. Si vous êtes malade, ce n'est pas parce qu'on est au stade 3 qu'on ne va pas essayer de vous guérir. On est bien d'accord là-dessus. La grande différence, ce sont des mesures d'ordre public qui sont prises par le gouvernement pour fermer des établissements, des structures, des moyens de transport, à tel point que la semaine dernière, le gouvernement a interrogé le comité d'éthique pour l'interroger sur quelles étaient les conséquences en termes de droits fondamentaux, droits de circuler essentiellement, de l'application du stade 3. Ça veut dire que le gouvernement s'y prépare. Mais je peux envisager de fermer le RER A qui transporte des millions de Franciliens tous les jours pour aller au travail. Mais c'est très important ce que vous venez de dire. D'abord, c'est prévu. Il ne faut pas que les gens disent c'est épouvantable. C'est prévu. On s'y prépare depuis des années. C'est dans les plans d'organisation. Et si on le fait, il faudra faire la balance entre les effets positifs et négatifs d'une telle mesure. Si vous fermez le RER, bien les infirmières et des médecins ne peuvent plus venir travailler.
Si vous fermez le RER, éventuellement, on aura des gens qui vont dans des usines qui fabriquent des médicaments ou des masques qui ne pourront plus aller travailler, qui ne pourront plus livrer. Donc c'est une balance entre un bénéfice et un risque. Et c'est pour ça que le gouvernement a raison de se préparer au pire pour pouvoir ne pas appliquer la totalité des mesures. Et ne pas prendre ces mesures à la légère. Exactement. Agnès Ricard-Ibon, alors expliquez-nous quelle est la logique qui pousse à fermer des écoles dans l'Oise et le Haut-Rhin, sachant qu'on nous explique sans arrêt que les enfants ne sont très peu exposés à cette maladie. Il n'y a aucun mort dans le monde, fort heureusement, dans les moins de 15 ans. Donc pourquoi va-t-on fermer les écoles? Et est-ce que cette annonce, est-ce que ça nous prépare d'autres fermetures d'écoles dans d'autres départements? Alors, on ferme les écoles dans les endroits où il y a une circulation active du virus. Il est vrai que les enfants ne font pas de formes sévères, ne font pas de formes graves, mais par contre, ils peuvent être vecteurs de diffusion du virus. Ils peuvent être porteurs sains ou ce qu'on appelle paucisymptomatiques, c'est-à-dire très peu de symptômes. Mais les enfants, ils ont du mal à appliquer les mesures barrières que l'on recommande. Ils se chamaillent dans la cour de récréation et donc le virus circule. Il y a beaucoup de contacts avec les mains, il y a beaucoup de contacts. Ils ont du mal à mettre les masques. Et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont contaminer finalement l'entourage, en particulier les personnes fragiles, parce qu'ils vont embrasser ou faire un câlin à grand-papa, grand-mère. Et donc, on ferme les écoles d'une part pour limiter la diffusion du virus et pour surtout protéger l'entourage. C'est pour protéger les adultes plus que pour les enfants. Qu'on ferme les écoles, plus que pour protéger les enfants. Alors après, cette mesure, et comme le disait très bien Philippe, faut peser les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a beaucoup de personnels soignants qui ont des enfants et qui se retrouvent coincés pour ne peuvent pas aller travailler. Et c'est là où, lorsque on fait des arrêts de travail dans les familles pour garder les enfants des écoles fermées, il vaut mieux que ce soit le conjoint qui ne soit pas soignant plutôt que le soignant dont on a cruellement besoin dans les hôpitaux. Élodie Lepage, comment le gouvernement gère-t-il cette affaire? D'ailleurs, par exemple, là, il est prévu, Jean-Michel Blanquer dit on a mis en place ma classe à la maison. Alors, est-ce que ça marche? Et est-ce que, vous étiez hier, je crois qu'il y avait un point presse, est-ce que le gouvernement vous semble bien préparé et apte à répondre à toutes les questions que chacun se pose sur, par exemple, ces fermetures d'écoles? En tout cas, en termes de communication, jusqu'à présent, ils ont plutôt assez bien réussi. Ils ont pris le parti de la transparence depuis le début. Donc, on a un point presse, en tout cas les journalistes accrédités au ministère de la Santé peuvent aller tous les jours assister au point presse du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui c'est quand même assez révélateur, est devenu une personnalité qui commence un petit peu à être connue des Français. Il y en a qui commencent à le surnommer un peu le François Molins, si je peux me permettre la comparaison, en fait, voilà, du coronavirus. Parce que François Molins, c'était pour les attentats. Voilà, faisait un point régulier sur les attentats. Là, finalement, on a un point tous les soirs avec le nombre de blessés, le nombre de morts. Il est surnommé comme ça, dans la petite sphère médiatique. Voilà. Et c'est vrai que le grand public commence à le connaître, alors que d'habitude, personne ne connaît le directeur général de la Santé. Donc il y a une volonté de transparence, et une volonté de transparence aussi de mettre en avant justement la parole des médecins et des scientifiques, des experts. Ça permet de dépolitiser la chose. Exactement. Peut-être aussi récemment, alors, il y avait eu au moment de l'affaire de Lubrizol à Rouen, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu la prise de parole. En fait, c'était le préfet qui s'est exprimé. Cette prise de parole n'avait pas rassuré beaucoup la population. Donc, ils ont peut-être aussi tiré des leçons de cette communication à l'époque. Et là, vraiment, l'idée, c'est on met les médecins en avant, on donne la parole aux experts, qui forcément sont censés savoir de quoi ils parlent, ce qui est peut-être plus rassurant, et on peut espérer qu'ils ont une parole auprès du grand public qui soit peut-être moins mise en doute que celle de certains politiques. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'exploitation politicienne de cette affaire. On n'a pas l'opposition qui fait un procès en amateurisme du gouvernement. Non, pas trop. Il y a eu un petit peu au moment, il y a eu un mini début de polémique sur fermeture des frontières, pas fermeture des frontières, ce genre de avec Marine Le Pen, mais pas plus que ça jusqu'à présent. Et comment s'est passée hier cette conférence de presse? Est-ce qu'il y a un changement, une le seul inflexion truc, hier, il y avait un petit changement. Oui, en fait, il y a eu une petite surprise parce qu'en fait, donc ce point presse, donc c'est tous les jours. En général, il y a la possibilité pour les journalistes présents de poser des questions donc au directeur général de la Santé après qu'il a fait le bilan de la journée. Et là, hier, alors même qu'on avait, ce qui n'était pas habituel pour le coup, le Premier ministre qui a donc fait quelques annonces, puis le ministre de la Santé Olivier Véran qui lui aussi a fait quelques annonces, puis le directeur général de la Santé et aussi au premier rang certains ministres qui étaient présents, dont Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation nationale, et Castaner, le ministre Christophe Castaner, pardon, le ministre de l'Intérieur.
il y a eu des annonces et en fait après il n'y a pas eu possibilité de poser des questions. Ah, et donc ça veut dire quoi? Ils ne voulaient pas avoir des questions Bah, gênantes on s'est tous posé la question, les journalistes présents, c'est que là, alors même qu'ils annonçaient quand même un stade 2 de renforcé, qu'ils annonçaient des fermetures d'écoles dans l'Oise, dans le Haut-Rhin, on aurait aimé pouvoir poser davantage de questions. Et là, en fait, donc ils sont partis les uns après les autres et on s'est retrouvés un peu le bec dans l'eau. Oui, Philippe Juvin, vous voulez ajouter quelque chose? Non, enfin, d'abord, moi, je pense que le DGS a tout à fait raison. Le DGS, le directeur général de la santé. Directeur général de la santé, Monsieur le ministre, Salomon. ils ont raison tous les jours de nous informer. Toutefois, je commence à m'interroger sur un point, je n'ai pas la réponse. Là aussi, c'est une balance entre un avantage et un inconvénient. Le point répété tous les soirs à 19h, je trouve, commence peut-être à générer un peu d'anxiété dans la population. Et c'est très compliqué comme exercice, parce que s'il ne dit rien, c'est le complotisme, et s'il dit tout, c'est la panique. Il serait peut-être bien de réfléchir à mettre en perspective les chiffres qui sont donnés. Par exemple, hier, il y a eu 10 morts. 10 morts d'accidents de voiture en France. C'est ce que disait Dominique Seux. Il disait, imagine-t-on que 2 fois par jour, on ait une ministre de l'Intérieur qui nous fasse le décompte des morts sur la route. Et pareil pour la grippe. On verrait sûrement les choses différemment d'ailleurs. Mais le problème, c'est que là, je pense qu'ils ont très peur en fait, qu'on les accuse de cacher des choses. Oui, et donc, en fait, la peur d'être Non. accusé de complotisme Mais ça l'emporte pour l'instant sur Vous avez peut-être raison. la peur de contribuer à créer de la Vous avez raison. Ce que je dis simplement, je ne remets pas en cause cette nécessité. Non, je elle est comprends bien. absolument nécessaire. Mais regardez la grippe. On a eu 740 cas de grippe depuis le mois de novembre qui sont passés en réanimation. Et il serait peut-être intéressant, tout en donnant les cas de l'actuelle épidémie, de le mettre en perspective avec d'autres maladies que les Français peut-être croient connaître plus. Jean-Paul Hamon, alors sur cette anxiété, dans quel état d'esprit se trouvent vos patients qui défilent, on imagine, dans votre cabinet? Est-ce que vous avez plus d'activité que d'habitude? Non, curieusement, aujourd'hui, samedi, on a eu un samedi étonnamment calme. Ah bon? Et on avait remarqué que jeudi et vendredi, le matin, c'était beaucoup plus calme que d'habitude. Ça s'est rattrapé l'après-midi où vraiment ça a été... Comment vous l'expliquez, ça? Mais je pense que les gens sont un peu anxieux, les gens sont un peu anxieux. Puis des fois, vous savez, il y a des gens qui viennent en consultation. Alors, il y a le père qui accompagne le gamin, la mère qui vient, etc. Là, il n'y en a qu'un qui vient. Et donc c'est pas mal. Donc, on a un assortiment. On a des gens qui sont très anxieux. Donc, on les rassure. On dit, écoutez, c'est pas la peste. On en guérit dans 98% des cas. Vous faites pas partie des personnes à risque. On leur dit, bon, le papy, la mamie, là, vous attendez avant d'aller le voir. S'il y a des diabétiques ou des personnes insuffisantes respiratoires dans la famille ou des gens qui sont un peu obèses, on dit, bon, ceux-là, vous me les protégez, vous n'allez pas les voir, etc. Non, ça se passe pas mal. On a des gens qui sont envoyés par le centre 15, d'ailleurs, qui ont de la fièvre et qui toussent. Donc, Et vous-même, vous n'avez pas peur d'attraper le virus et vous n'avez pas ce réflexe de serrer la main de vos patients à chaque fois? Non, on fait ça, où on se touche le coude, on rigole. Non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Et puis, non, surtout... vous portez un masque en consultation? Alors, attendez, on porte des masques pour ceux qui toussent, etc. Donc, il y a un protocole maintenant qu'on a établi, c'est-à-dire que les gens qui arrivent, s'ils toussent, s'ils ont de la fièvre, la secrétaire leur donne un masque, on les met dans une salle à part, et puis, si on a le temps, on les fait venir dans notre cabinet de consultation, sinon on les examine dans l'autre cabinet de soins à côté, parce que on essaye de pas trop... Vous avez un cabinet dédié pour les patients atteints... On a une salle de repos, enfin on a une salle pour les gens qui sont en urgence, si vous voulez, si on a un infarctus au cabinet, qu'on attend le SAMU et compagnie, on bloque pas complètement le cabinet, donc on installe la personne dans une autre salle, on a une salle qui nous sert pour les urgences, pour les sutures, etc. Donc on met la personne là, donc on se débrouille pour faire ce sas et que les gens rentrent pas dans la salle d'attente. Bon, ça se passe plutôt bien. Quand les gens sont masqués, il y a des gens qui passent devant, qui les regardent d'un drôle d'air. On sent quand même qu'il y a des gens qui sont décontractés, mais enfin quand même, en fin de consulte, ils vous posent une question à leur docteur, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est grave, etc. Donc c'est plutôt... On a vite l'air d'un pestiféré si on a... Ah bah là, si vous voulez être peinard dans le métro, vous mettez un masque. Il n'y a personne autour de vous dans un rayon de 2 mètres. Ça, c'est clair. Alors, on a franchi hier le cap des 100 000 personnes infectées dans le monde. Le coronavirus continue sa progression et la France fait désormais partie des pays les plus touchés au monde, avec 716 cas. C'est pourquoi le gouvernement a décidé hier de prendre des mesures contraignantes dans les 2 départements les plus atteints. Toutes les écoles de l'Oise et du Haut-Rhin, on l'a dit, resteront fermées pendant au moins 15 jours. Sujet de Walid Berissoul et Erwan Ilion. Préparer les esprits sans susciter la psychose. La communication gouvernementale est sur un fil. Alors que le passage au stade 3, seuil d'alerte maximale face au Covid-19, n'est plus qu'une question de jours, Édouard Philippe temporise. Les mesures du stade 3
seront déclenchées sur tout le territoire quand ce sera nécessaire, pas avant. Les mesures barrières. Tandis qu'Emmanuel Macron dédramatise. La phase 3, de toute façon, l'épidémie sera là. Donc la phase 3, elle sera moins mordante, si je puis dire, sur la vie quotidienne. Parce que la phase 3, c'est une phase où on dit l'épidémie est là, on n'est plus dans une phase où on essaie de la ralentir, mais on doit la gérer. L'épidémie touche désormais toute la France et elle s'accélère. Dernier bilan, 11 décès pour 716 cas recensés, soit 293 de plus qu'il y a 48 heures. Avec 2 foyers particulièrement actifs, l'Oise et le Haut-Rhin. Dès lundi, les établissements scolaires y seront fermés pour 15 jours. Dans l'Oise, cela concerne 1000 établissements pour 163 000 élèves, 700 établissements pour 135 000 élèves dans le Haut-Rhin. Des mesures drastiques qui commençaient à s'appliquer dès hier. Fermer tout ce qui est école et crèche, je pense pas que ça soit nécessaire. Enfin, ça va pas pour moi pas empirer la chose. Voilà. À ce compte-là, on ferme tout, on met la ville en quarantaine. En tant que parents, on va les laisser avec qui? On n'a pas le droit de laisser les enfants mineurs seuls à la maison. Moi, mes 2 enfants sont mineurs. Serait-ce un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler la phase 3? Dans le Haut-Rhin, le nombre de cas a été multiplié par 8 en 24 heures. 81 personnes sont contaminées. Nous avons ici un cluster qui est le cluster, je pense, le plus actif de France. Donc oui, le virus est présent, il ne faut pas le nier. Les décisions qui ont été prises aujourd'hui visent à, au-delà de l'épidémie, à essayer de la limiter et à ce qu'elle ne se propage pas, principalement à travers les enfants. Dans le pays voisin, l'Italie, c'est une toute autre dimension. Depuis jeudi matin, 8 millions d'élèves sont privés d'école pour 10 jours. Une mesure sans précédent. On m'a dit que ce sont des mesures de précaution qui, je l'espère, contribueront à endiguer la propagation de l'épidémie. Parce que, évidemment, cela pose des problèmes aux familles où les parents travaillent. L'essentiel, surtout dans ces cas, est de se fier aux personnes qui ont les compétences. Heureusement, en Italie, il y en a beaucoup. Le système de santé italien, plus que jamais sous pression. 20 000 soignants supplémentaires ont été appelés en renfort. Après la Chine, c'est l'Italie qui compte le plus grand nombre de décès liés au coronavirus. 49 morts pour la seule journée d'hier. Tandis que dans le monde, le nombre total de cas vient de franchir la barre symbolique des 100 000 malades. Avec des conséquences sur les 5 continents. Basilique fermée à Bethléem. Petit pèlerinage suspendu à la Mecque. Et dans l'océan Pacifique, c'est un paquebot contaminé qui place la Californie en état d'urgence. La garde nationale y distribue par hélicoptère des tests de dépistage au Covid-19. Principe de précaution poussé à l'extrême, alors que Donald Trump persiste à minimiser. Sa dernière cible, l'Organisation mondiale de la santé. Le taux de mortalité du coronavirus, une fake news, dit-il. Well, I think the 3.4% is really a false number. Now, this is just my hunch. But based on a lot of conversations with a lot of people that do this, because a lot of people will have this and it's very mild. Une intuition, une rumeur, parmi des centaines de rumeurs que l'OMS dément autour de l'épidémie. C'est un faux espoir de dire que le virus disparaîtra cet été comme la grippe. On espère que ça arrivera, ce serait comme un miracle. Mais on ne peut pas l'affirmer. Il n'y a aucune preuve aujourd'hui qui dit que ça arrivera. Donc nous devons combattre le virus maintenant. Un combat contre le virus où la tentation du chacun pour soi concerne aussi les États. Alors que l'Union européenne appelle à une réponse coordonnée et solidaire, plusieurs pays dont l'Allemagne et la France ont interdit l'exportation de leurs masques et autres matériels de protection médicaux. Alors, question téléspectateurs, les hôpitaux publics vont-ils être en mesure de faire face à cette épidémie? Philippe Juvin, est-ce que vous êtes inquiet à l'hôpital Pompidou? Alors d'abord, on n'est pas inquiet, on est vigilant, ce qui est un peu différent. On ne cède pas à la panique, tout simplement parce qu'on s'organise, on a des plans préétablis, on s'entraîne. Le véritable sujet, en fait, de l'épidémie de coronavirus, c'est la coronopanique, ou la coronapanique. Une attaque terroriste, ça vous désorganise pendant 1 jour, 2 jours ou 3 jours. Et puis après, on est reparti. Là, on peut partir pour plusieurs semaines et probablement plusieurs mois
potentiellement de désorganisation. Quand vous avez beaucoup de monde qui vient aux urgences, mais c'est pareil au SAMU et dans les cabinets médicaux, parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ont de petites pathologies, eh bien, ça vous encombre considérablement et ça vous empêche de bien soigner ceux qui sont malades et qui ont besoin d'un soin rapide. Aujourd'hui, dans mon service, dans le service des urgences à Pompidou, on a une aile dédiée aux cas suspects. Quand un patient arrive et qu'il faut l'examiner, entre le moment où on s'habille, on prend des précautions considérables, on va l'examiner, on lui fait des prélèvements, on ressort, c'est 1 heure. 1 heure. Et donc vous comprenez bien que si on a beaucoup de patients qui viennent comme ça, y compris pour des formes qui ne sont pas graves, eh bien on peut être embolisé. Donc le vrai sujet, et c'est le directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France qui l'a dit il y a 2 jours avec raison, le grand enjeu désormais, c'est l'endurance. Il faut qu'on entre dans un système où on va tenir physiquement, parce que c'est fatigant, et démographiquement, parce qu'on a des troupes qui sont comptées. Et donc, il va falloir que chaque Français joue son rôle dans cette affaire. Ça signifie que désormais, les gens vont devoir compter en disant nous avons une responsabilité personnelle de ne pas venir emboliser le système si nous pensons que nous ne sommes pas gravement malades. Ce que vous voulez dire, Philippe Juvin, c'est que l'encombrement du fait de ce coronavirus fait que des infarctus, etc., pourraient être traités de façon moins optimale que d'ordinaire. Je vais vous donner un exemple. Lors des attentats du Bataclan à Pompidou, alors que nous avions 50 blessés, il y a un infarctus du myocarde qui est arrivé. Nous avons pu le traiter correctement. Pourquoi ? Parce que nous étions organisés pour recevoir les 50. Nous aurions reçu 200 blessés. Comment cet infarctus aurait-il été pris en charge ? Je ne sais pas. Peut-être très bien, mais je ne sais pas. Donc le vrai sujet désormais, c'est pas tant de savoir si on va fermer telle ou telle école, mais c'est aussi de savoir si le système de santé a cette capacité à s'adapter à un nombre croissant. Moi, je le crois, parce que, encore une fois, tout le monde est sur le pont. Alors, Agnès, ça c'est pour l'hôpital, et Agnès Ricard-Hubin, pour le SAMU, est-ce que vous aussi, de la même façon, vous craignez d'être embolisé, d'être sursollicité ? Alors, le gros avantage en France, c'est d'avoir cette régulation médicale qui permet aux patients de rester chez eux et d'avoir un avis médical H24 qui permet de faire le tri entre les patients qui nécessitent d'aller à l'hôpital et qui nécessitent une hospitalisation et ceux qui peuvent être traités à la maison et surveillés à la maison. Pour bien comprendre, maintenant, si on a le coronavirus et que ce n'est pas grave, on reste chez soi. Exactement. Oui, exactement. Et c'est la différence au risque de contaminer Non, c'est la différence entre la phase 2 et la phase 3, c'est qu'en phase 3, on ne va pas tester tout le monde et on fait des prises en charge ambulatoires grâce à la mobilisation de la médecine de ville, puisqu'on ne recherche plus les chaînes de contamination, mais on se centre sur la prise en charge des patients. Et il est très important de protéger l'hôpital. Et le rôle de la régulation médicale, c'est ça, c'est qu'on protège l'hôpital pour ne réserver l'hôpital qu'à ceux qui le justifient vraiment et organiser la prise en charge des patients pas graves, qui n'ont pas de signe de gravité, plutôt à la maison. Et c'est la plus-value du système français qui a une régulation médicale H24 qui permet justement de protéger, d'éviter l'afflux des patients et donc de garder l'hôpital pour les pathologies graves. Alors au SAMU Centre 15, on a une augmentation de plus de 100% des appels, mais on a dédié des équipes pour les coronavirus, qu'on rappelle, et si on les rappelle 1 heure après, comme ils n'ont pas de signe de gravité, c'est pas grave, et on réserve donc le personnel habituel pour les urgences vitales, pour justement ne pas désorganiser et ne pas entamer notre capacité opérationnelle pour l'urgence vitale habituelle. Les infarctus et les choses comme ça. Exactement, l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, et ces équipes qu'on a renforcées, qui sont dédiées à l'activité Covid, s'occupent effectivement des coronavirus. Ceux qui ont des signes de gravité sont pris en charge immédiatement et ceux qui n'ont pas de signes de gravité, on les rappelle 1 heure, 2 heures, et on leur donne des rendez-vous de tests quand ils relèvent d'un diagnostic, mais de plus en plus dans la phase 3, phase 2 renforcée et phase 3, il y en a que l'on ne va pas pouvoir tester. Et ce seront donc les médecins traitants qui seront chargés de suivre et de conseiller les malades atteints du coronavirus. Jean-Paul Hamon, donc est-ce que vous êtes préparé ? Est-ce que vous avez reçu des directives, des masques, justement ? Parce que maintenant, c'est à vous que reviendra la tâche de gérer les malades du coronavirus et non plus aux 15, si j'ai bien compris. C'est justement que le système doit marcher sur ses 2 jambes et bien souvent l'administration l'oublie.
85% des cas sont des personnes qui n'iront jamais à l'hôpital. Il y a 15% des cas qui sont sévères et il y en a quelques-uns qui vont finir en réanimation et 2% qui décéderont. Mais les 85%, effectivement, c'est ce qu'on a pu reprocher un peu quand même au gouvernement parce que là, ils ont été transparents sur les cas, mais ils n'ont pas du tout été transparents sur l'état des masques, etc., de livraison. Là, on a reçu il y a 3 semaines un document où on nous expliquait qu'il fallait des masques FFP2, etc. Puis en cours de route, on s'est dit, bon, non, finalement, les masques chirurgicaux, ça devrait suffire. Donc déjà, ça a énervé un petit peu les médecins libéraux, mais on est prêt. C'est-à-dire que si on est prêt à prendre en charge les 85% qui n'iront pas à l'hôpital, et c'est pour ça que le système doit marcher absolument sur ses 2 jambes, et ce serait bien que l'administration tire les leçons de cette crise en admettant que enfin c'est les 2 systèmes, le système libéral et l'hôpital, doivent absolument collaborer. Et là, on a bien vu l'erreur de l'administration qui a négligé complètement la fourniture de matériel. Et je vois dans l'Oise encore hier, les médecins de l'Oise m'ont encore rappelé en disant qu'il manquait de masques, etc. Et que dans les maisons médicales de garde, donc si vous voulez, et ils ont doublé leurs gardes. Les médecins libéraux actuellement ont doublé les gardes dans les maisons médicales de garde de l'Oise, et il manque de matériel, et le matériel n'arrive pas, et ça énerve prodigieusement mes petits camarades. Philippe Juvin, le connaît-on mieux, ce coronavirus? Est-ce qu'on a des estimations, des modèles sur le pic, sur le pourcentage de la population qui sera touchée, et sur cette espérance qu'il disparaisse avec l'été, car on a remarqué que dans l'hémisphère sud, les pays de l'hémisphère sud étaient peu touché, ce qui veut donc dire que ce virus n'aimerait pas la chaleur, point d'interrogation? Alors d'abord, oui, on le connaît mieux, on le connaît relativement bien vu qu'il est apparu le 7 décembre, et depuis le 7 décembre, il y a tellement de publications scientifiques sur le sujet, très transparentes, qu'on a beaucoup de données, parfois incomplètes, mais beaucoup de données. Deuxièmement, y a-t-il une saisonnalité? On ne sait pas. On le suppose quand on le compare à d'autres virus. Globalement, le virus n'aime pas la chaleur et n'aime pas ce qui est sec. Donc on peut penser que quand il fera très chaud et sec, le virus pourra disparaître. Mais c'est loin d'être évident. Par exemple, le virus H1N1, le fameux d'il y a une dizaine d'années, l'épidémie avait commencé au printemps. Donc, saisonnalité inversée. Les parvovirus, qui sont une autre classe de virus, ont des saisonnalités qui sont inversées. Et à vous poser la question, une des preuves ne serait-elle pas que dans l'hémisphère sud, on va dire en Afrique, pour faire simple... En Amérique du Sud également. Oui, il n'y a pas de cas. C'est possible, mais il y a une autre hypothèse qui serait dans ces cas-là plus ennuyeuse, c'est que quand vous ne faites pas de test, eh bien vous ne faites pas le diagnostic. Et nous sommes quelques-uns à craindre que peut-être quelques pays en voie de développement ne font pas correctement les tests. Dans le Haut-Rhin, contamination en 48 heures multipliée par 8. Est-ce que ce n'est pas la preuve que dès qu'on se met à chercher, on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui l'ont, ce coronavirus, et que finalement, peut-être que beaucoup de gens l'ont, y compris autour de cette table, et on ne s'en rend même pas compte? C'est un peu la problématique de ce virus qui finalement est en France depuis pas très longtemps, mais il y a énormément de formes symptomatiques ou peu symptomatiques, pas graves. Donc effectivement, plus on en cherche, plus on va en trouver. Alors le Haut-Rhin, il y avait quand même un rassemblement de personnes dans un endroit confiné qui fait que ça a favorisé effectivement la propagation. À l'inverse, quand on a vu Contamine-Montjoie, la contamination s'est faite en intrafamilial, enfin dans un appartement, et la stratégie qui a été d'éviter l'introduction du virus dans le territoire par cette recherche quasi policière des cas contacts et le dépistage très large de tous des sujets contacts, et notamment dans les écoles de Contamine, la fermeture des écoles pendant 15 jours, a fait que ça a permis de limiter. Il n'y a pas eu d'autres propagations. Donc, mais ça, c'était la phase 1. Ouais. Effectivement, le Haut-Rhin, le temps de détecter le diagnostic fait que ça a disséminé. Élodie Lepage, on disait que ce virus allait peu dans l'hémisphère sud. Il n'empêche, le ministre australien de la Santé appelle les Australiens à la raison parce qu'il paraît qu'il y a des batailles pour acheter du papier toilette en Australie. Et c'est vrai qu'on est surpris par toute cette psychose, là, ces rayons de pâtes. Et c'est comme si on s'attendait à avoir une guerre qui va durer longtemps, ces rayons de riz qui sont dévalisés dans les supermarchés. Ben oui, mais je pense qu'effectivement, comme il y a quand même pas mal d'inconnus aussi, il suffit qu'il y ait un certain nombre de personnes peut-être un petit peu hypochondriaques. Et puis c'est vrai qu'on alimente aussi beaucoup. Après, ça pose aussi la question, mais qu'on se pose tous tout le temps, jusqu'où est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on en fait pas assez? Nous, c'est un débat qu'on a déjà au journal depuis 15 jours. Et sur le site où on fait aussi des papiers au quotidien,
On ne sait pas comment doser en fait. On a toujours peur nous aussi qu'on nous reproche de ne pas avoir assez couvert l'événement, de l'avoir trop couvert et à force peut-être de trop le couvrir aussi de provoquer des réactions qui sont qui nous paraîtront peut-être dans quelques temps totalement démesurées. Mais c'est compliqué de savoir aujourd'hui. On navigue un peu à vue quand même. Enfin. Et alors, à chaque fois qu'il y a des choses inconnues et qu'il y a la peur, etc., il y a toujours des margoulins qui essayent d'en tirer la bonne affaire. Alors on connaît l'histoire là, des gels vendus 3 fois ou 4 fois plus cher. Vous m'avez même raconté, Jean-Paul Hamon, qu'il y a des filières serbes maintenant qui vous proposent des masques plus ou moins douteux, non ? J'ai eu un coup de fil à mon cabinet cet après-midi d'un monsieur qui s'est présenté comme chercheur au CNRS, qui m'a dit qu'il avait plusieurs millions de masques en Serbie qu'il avait proposé au ministère mais qu'il n'y avait pas eu de suite et qu'il les vendait à 40 centimes le masque. Je me suis vraiment marré parce que je me suis dit quand même que le ministère ne l'ait pas rappelé, ça m'étonnait vraiment beaucoup. Mais bon, ça arrive. Alors, c'est désormais une certitude, le taux de mortalité du coronavirus est bien plus élevé chez les personnes âgées, autour de 15% pour les patients de plus de 80 ans. Le ministère de la Santé a donc déclenché hier le plan bleu pour tous les EHPAD de France. Le but, restreindre au maximum les visites pour empêcher le virus de pénétrer dans l'un des 7200 établissements de France. Reportage à Boulogne-Billancourt de Mathieu Lignot et David Lemarchand. C'est un geste banal, mais obligatoire. Ghislain Soudet est infirmier dans cet EHPAD de Boulogne-Billancourt. Il ne compte plus le nombre de lavages de mains par jour. Un bon lavage des mains, avec la solution hydroalcoolique, c'est un lavage qui va durer à peu près 30 secondes, jusqu'à temps que les mains soient complètement sèches. Et il ne faut oublier aucune partie en fait, de ses mains. Désinfection méticuleuse de sa peau et des équipements avant et après chaque visite à un résident. C'est une règle d'hygiène pour éviter la transmission des virus et des bactéries. Car ici, bonjour, Madame Essa. Il faut préserver la santé des plus âgés. Janine Essa a 96 ans et cette épidémie de coronavirus l'inquiète un peu. Ce matin, enfin cette carte de France avec toutes les zones, si on pense que ça va ces zones vont se rapprocher, ça vous pose quand même un problème, parce qu'il y en a partout. Pour les soignants, il faut donc rassurer et surveiller. Les procédures sont les mêmes que pour une épidémie de grippe. Moindre signe de fièvre, de toux, de rhume, d'encombrement bronchique ou autre, tout de suite on alerte les médecins. La plus grande crainte des équipes médicales, que le coronavirus pénètre dans l'EHPAD. Avec l'activation du plan bleu hier par le gouvernement, les visites sont désormais interdites, sauf cas exceptionnels. Ici, 400 infirmiers, aides-soignants, médecins assistent ce jour-là à une réunion spéciale coronavirus. Quand vous n'êtes pas malade, ne portez pas de masque. Donc ça, c'est pas utile, aussi bien dans les transports en commun que dans notre établissement. Le coronavirus est bien plus dangereux pour les personnes âgées. Le taux de mortalité atteint 15% pour les plus de 80 ans. Et dans les EHPAD français, la moyenne d'âge des résidents est estimée à 85 ans. Notre objectif, il est clairement que le virus n'entre pas au sein de l'établissement. Bon courage. C'est important qu'il ne rentre pas d'abord pour les patients et les résidents qui sont dans notre établissement, parce qu'ils sont très âgés, parce qu'ils sont souvent polypathologiques, parce qu'ils ont des médicaments qui diminuent parfois l'immunité, un ensemble de raisons, et qu'ils ne soient pas frappés par la maladie, dans la mesure où ils payent un très fort tribut, avec notamment une mortalité accrue avec l'âge qui avance. L'autre inquiétude dans cet établissement, c'est que la crise entraîne une pénurie de médicaments. Alors, on a anticipé. Nous avons commandé certains produits qui potentiellement pourraient sortir davantage pour des syndromes pseudo-grippaux. Donc du paracétamol, donc en forme orale. Ici, on puise déjà dans les stocks d'urgence du côté des masques et surtout des solutions hydroalcooliques. Plus que 2 jours de réserve pour ces flacons et aucune date de livraison fixée par les fournisseurs. Une situation aggravée par les incivilités. Il y a eu des vols, il me semble, le week-end dernier, sur des solutions hydroalcooliques et sur des masques. Donc les stocks ne sont plus en fait en libre service au niveau des postes de soins, mais dans les bureaux des cadres, donc enfermés à clé. Si l'épidémie prend de l'ampleur, la direction pourrait prendre de nouvelles mesures. En cas de grave crise,
Tous les personnels soignants seraient rappelés et mobilisés en urgence. Élodie Lepage, hier, le président de la République a visité un EHPAD dans le 13e arrondissement, je crois. Oui, dans le 13e Mais alors, arrondissement. est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Parce qu'on dit justement qu'il ne faut pas aller dans les EHPAD en ce moment. Si, hier, c'est paru un petit peu, enfin, ça a fait un petit peu sourire, si je puis dire, mais lors de la conférence de presse, donc au ministère de la Santé, puisqu'il a été annoncé, là, de façon claire et nette, demandé en fait de ne plus aller rendre visite. Sauf vraiment urgence absolue aux personnes âgées. Or, l'après-midi même, Emmanuel Macron, lui, est allé donc rendre visite à des personnes âgées dans cet EHPAD. En plus, on peut imaginer qu'il n'y est pas allé tout seul, parce qu'il y a toujours un service de sécurité assez important qui l'accompagne. Donc, il y avait un moment, on a eu l'impression hier d'un petit couac dans la communication. Et il n'a pas donné le bon exemple. Non, qu'il ne donnait pas vraiment le bon exemple. Ouais. Après, alors, la question s'est posée aussi, est-ce qu'il a été testé déjà? Voilà, mais comme on ne le sait pas. Enfin, tout ça pose des questions. Il n'a pas fait la quarantaine. Et il n'a pas fait de quarantaine. Voilà. Alors, donc, ce n'était pas forcément le meilleur exemple hier. Question téléspectateur. Le personnel soignant des EHPAD est-il bien protégé, Philippe Juvin? Peut-être pour tout expliquer, parce que c'est complexe. D'abord, le taux de mortalité. On dit que le taux de mortalité est plus important chez les patients âgés. Mais qu'est-ce que c'est un taux de mortalité? C'est un nombre de morts divisé par le nombre total de cas. Connus, identifiés. Si vous ne connaissez pas les cas parce que vous ne les testez pas ou parce qu'ils sont asymptomatiques, c'est qu'il y en a en fait beaucoup plus et votre taux de mortalité est beaucoup plus bas que vous ne le mesurez. C'est pour ça que les premières études ont montré un taux de mortalité entre 1 et 3%. En général? Pour le coronavirus, en général. Pour 0,1, 10 à 30 fois moins pour la grippe. Mais il est probable qu'à l'issue de l'épidémie, quand on fera des sérologies à une vaste population, on observera que le taux de mortalité du corona est bien moindre, peut-être identique à celui de la grippe, peut-être un peu plus élevé, mais pas tant que ça, premièrement. Deuxièmement, les victimes principales de la grippe et du corona, ce sont évidemment les patients âgés qui ont d'abord des pathologies respiratoires pour la grippe, ensuite le diabète et après les maladies cardiovasculaires. Ce sont ceux-là qui sont le plus en danger. Voilà. Et c'est typique de tous les virus, ça, plus on est âgé et plus on est sensible? Oui. En réalité, c'est aussi valable pour les autres agents infectieux, parce que quand vous avez des comorbidités, insuffisance respiratoire ou diabète, vous ne mourrez pas en fait du virus, mais vous mourrez du déséquilibre que le virus a causé dans votre maladie chronique. Est-ce que les personnels sont bien protégés? Alors c'est vrai qu'il y a une question d'éducation et de moyens. Parfois dans les EHPAD, il y a peu de monde, ce qui est un sujet. Et puis il y a la question de la vaccination pour la grippe. On n'a pas encore de vaccin pour le corona. On en aura peut-être un jour, je l'espère d'ici un an. Pour la grippe, on n'a pas de vaccin. On a un vaccin, et ce vaccin, il est très peu utilisé. On considère aujourd'hui que dans les EHPAD, 70% des soignants ne sont pas vaccinés, ce qui est quand même incroyable. 70% du personnel dans les EHPAD n'est pas vacciné contre la grippe, dont on sait très bien qu'elle est mortelle pour les personnes âgées. D'autant que l'on sait que depuis le mois de novembre dernier, pour la grippe cette fois-ci, il y a eu, tenez-vous bien, 531 épisodes d'épidémie dans les EHPAD, épidémie de plus de 5 cas pour la grippe depuis le mois de novembre. Et donc c'est un vrai sujet, ça. Donc ces épidémies qui peuvent être graves, eh bien on pourrait les limiter si les gens étaient vaccinés. Et donc je pense qu'à l'issue de cette épidémie de coronavirus, il faudra en tirer une leçon de santé publique et rendre obligatoire la vaccination, dès qu'on l'a, contre l'agent vulnérant, en l'occurrence la grippe, de tous les personnels soignants. Il n'est pas normal. À l'hôpital aussi? À l'hôpital, dans les EHPAD. Je pense également en médecine de ville, quand vous êtes soignant, vous devez protéger vos patients en vous vaccinant vous-même. Ce n'est pas acceptable de faire différemment. Alors pourquoi le personnel est-il réticent dans les EHPAD et à l'hôpital à se faire vacciner? Parce qu'il y a une vieille tradition dans la France, qui est pourtant celle de Pasteur et de Descartes, le philosophe de la raison, à se vacciner, pour multiples raisons. On ne va pas faire le débat ici. Mais, si vous voulez, la dernière fois, je discutais avec des soignants qui me disaient « Oui, on veut des moyens supplémentaires, il faudrait un vaccin ». Je leur ai demandé, c'était dans une EHPAD justement, « Mais qui d'entre vous est vacciné ?» Eh bien, il y en avait moins d'un quart. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet là-dessus et il faut aider les soignants à prendre même la décision de se vacciner. Je pense que la vaccination contre la grippe doit désormais devenir obligatoire dans les EHPAD. Agnès Ricard-Ribon, est-ce que l'une des conséquences positives de ce coronavirus, ce pourrait être qu'on va peut-être adopter les bons gestes face à ce risque d'épidémie? On voyait se laver les mains, etc., se faire vacciner. Alors on l'espère, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, on a beaucoup de mal à avoir les mesures barrières pour les grippes, alors que la grippe tue entre 8 et 12 000 personnes par an. Donc effectivement, là, il y a une grosse information, une forte information de la population sur l'efficacité prouvée, démontrée de ces mesures barrières contre la propagation des virus. Et on l'espère que ce sera effectivement
entreprendre une action sur la grippe, sur la rougeole, sur la vaccination, c'est pareil. Donc, cette information, elle est importante pour les adultes, elle est importante pour les enfants. Probablement qu'on n'agit pas assez sur le plan didactique dans les écoles sur ces mesures barrières. Et on espère qu'il y aura effectivement un effet positif, collatéral positif sur l'éducation de la population face à ces mesures barrières. Il faut relativiser quand même, parce que toujours ces chiffres de 10 000 morts... pour la grippe. Ouais, c'est toujours, enfin, à mon avis, c'est un peu exagéré. Et quand il y a eu la grippe H1N1, on a comptabilisé les gens qui sont morts de cette pandémie. Le chiffre officiel, c'était 781 morts. Et vous reparliez de la vaccination. Jusqu'en 2009, la courbe de confiance dans la vaccination augmentait régulièrement. Et à partir de 2009, il y a eu une cassure dans la vaccination parce que le manque de confiance. Les Français ont constaté qu'on avait commandé deux fois plus de vaccins que tous les autres pays européens. On les avait payés 2 fois plus cher, etc. Donc il y a une espèce de complot en disant qu'il y a une collusion entre le gouvernement, etc. Alors qu'en fait c'était un souci, on pensait qu'il y avait besoin de 2 vaccins et que le gouvernement avait décidé d'investir massivement. Mais tout ça, alors là, ça c'est un défaut de communication. Et ce défaut de communication-là fait que la confiance dans la vaccination n'est pas revenue. Ça remonte un tout petit peu en ce moment, mais on a quand même du boulot pour rattraper le retard et ça fait 10 ans que ça dure. Élodie Lepage. Oui, c'est ce qu'on avait dit sur les mesures d'hygiène, mais je sais que j'ai par exemple interviewé moi le chef, un médecin hospitalier là, cette semaine, qui disait que peut-être aussi quand même un des aspects positifs de cette crise, ça serait aussi même de rappeler quand même aussi au personnel soignant, même à l'hôpital, et c'est pas du tout pour jeter la pierre aux soignants, mais parce que parfois dans l'urgence, dans le stress, voilà, les mesures alimentaires d'hygiène, parce qu'il disait clair de rien, si quand même il y avait déjà eu des soignants contaminés, en fait, c'est quand même aussi parce que l'air de rien, toutes les mesures barrières n'ont pas forcément été respectées par les soignants eux-mêmes, peut-être pris dans le stress, peut-être, voilà. Mais Agnès Caribon, on se rend compte aussi que bien souvent, quand on veut se laver les mains, il n'y a plus de savon, le torchon est sale. Dans les écoles, on réalise qu'il n'y a même pas de savon. Est-ce que aussi, c'est compliqué de faire barrière, comme vous dites, non ? Alors, le savon de Marseille et l'eau, ça marche très très bien. Donc, quand on n'a pas suffisamment de gel hydroalcoolique, on peut très bien, quand on a des points d'eau, se laver les mains. Et après, le torchon sale Alors, le torchon sale, effectivement, il faut plutôt les souffleries ou alors surtout du papier. Ça. Je voulais revenir quand même sur est-ce que les soignants sont bien protégés ? On est formés à s'habiller et à se déshabiller, parce que l'idée aussi, c'est de ne pas se contaminer par une autocontamination en enlevant mal le masque, en enlevant mal les protections. Et c'est pour ça que mettre un masque quand on n'est pas malade dans le métro, si c'est pour ensuite s'autocontaminer en enlevant mal le masque... Ça veut dire quoi, enlever mal le masque ? Il y a une façon se contaminer les mains. Oui, parce que si vous mettez les mains sur le masque et contaminé, vous vous autocontaminez. Donc il y a quand même... il faut toucher l'élastique derrière. Quand on a des soignants qui sont... Et se laver les mains après. Mais en général, on se déshabille à 2, de manière justement à éviter l'autocontamination. Et ça, nous, en hospitalier, on est régulièrement formés, on s'entraîne, on fait des exercices réguliers. Et il faut que ce soit pareil pour le personnel soignant des EHPAD. Il y a des tas de pratiques comme ça, c'est-à-dire, un mot. Juste un mot. C'est vrai que le gel hydroalcoolique, depuis qu'on le met à disposition des patients, les patients s'en servent spontanément, ils arrivent, ils mettent le truc, ils se lavent les mains. Chez les commerçants, j'ai même vu des gens en prendre pour eux-mêmes. Alors là, il y a un message à délivrer, parce que les pharmaciens, maintenant, ont le droit, depuis hier, de fabriquer des solutions hydroalcooliques, mais le message des pharmaciens, ne jetez pas vos anciens flacons vides, on n'a pas de flacons pour les mettre dedans. Donc c'est le message qu'il faut dire, gardez vos flacons vides, parce que si on veut mettre du gel hydroalcoolique, il va falloir garder des flacons. Ça va durer plusieurs mois. Et donc oui, effectivement, j'ai donné les consignes tout de suite au secrétaire en disant, on garde des anciens Gardez vos flacons vides. Alors, avec la crise du coronavirus, la Chine, elle, vit au ralenti depuis presque 2 mois maintenant. Au moins 40 millions d'habitants vivent toujours strictement confinés à domicile dans la province de Wuhan. Mais avec 80 000 cas recensés et plus de 3 000 morts, les autorités font face à un mécontentement croissant. Sujet de Paul-Rémy Barjavel et Benoît Thébault. Des cris de colère lancés depuis les fenêtres des immeubles à Wuhan. Des habitants confinés s'en prennent à la vice-premier ministre de la Chine. La colère pour dénoncer le manque de vivres.
Wuhan est en quarantaine depuis 44 jours. Depuis le 23 janvier, elle est coupée du monde. Certains habitants peuvent prendre l'air, mais personne ne franchit les grilles des résidences. L'activité de la ville est concentrée autour des hôpitaux. Cette jeune femme, guérie du coronavirus depuis 20 jours, vient donner son sang pour en extraire le plasma. Il servira à diminuer la charge virale et soulager les malades les plus gravement atteints. Avec ce qu'ils m'ont prélevé, ça va pouvoir aider 2 ou 3 personnes contaminées à guérir et redonner de l'espoir à des familles. C'est important. Tous les jours, il y a de nouveaux cas de contamination, mais la situation semble s'améliorer peu à peu. Exemple, ce gymnase ferme, des lits sont désormais disponibles dans les hôpitaux. Moins de malades, mais toujours une très grande prudence. Ces incinérateurs de déchets médicaux tournent à plein régime. 100 tonnes par jour sont brûlées. Les bâtiments comme cette église sont désinfectés et les autorités se veulent rassurantes. À mesure que la situation épidémique s'améliore à Wuhan et dans la province du Hubei, les autorités procéderont à des ajustements opportuns. Quand je suis sorti ce matin, j'ai vu les cerisiers bourgeonner. L'hiver est passé et le printemps arrive. Je crois que les jours que tout le monde attend ne sont plus très loin. Pour l'heure, toute la province du Hubei reste largement coupée du reste de la Chine. Seuls quelques véhicules sortent et entrent par ce pont qui relie la ville de Yueyang à la province, berceau de l'épidémie. Et si la situation semble se stabiliser dans le Hubei, ailleurs l'épidémie s'étend. De l'autre côté de la rive, les habitants craignent à leur tour d'être contaminés, comme ce propriétaire de supérette. J'ai peur des habitants du Hubei. Si ce sont des gens que je connais, ça n'a pas d'importance, mais ceux que je ne connais pas ne sont pas autorisés à entrer dans ma boutique. Je reste ici et je surveille. Si je ne vous connais pas, vous devez rester dehors et très très loin de moi. En Chine, plus de 80 000 cas de contamination au Covid-19 sont confirmés. 3 070 morts sont recensés. Les autorités sanitaires restent vigilantes et continuent d'en apprendre un peu plus sur le virus. Il semble que le virus Covid-19 puisse facilement envahir les poumons, mais aussi les autres organes, y compris le cœur, le foie, les intestins. Donc, ce nouveau virus est vraiment une menace pour les êtres humains. À Pékin, la capitale, et Shanghai, l'une des plus grandes villes du pays, les aéroports habituellement noirs de monde sont quasiment vides. Les gares et métros, toujours aussi peu fréquentés. Le quartier financier de Shanghai est lui désert. L'économie chinoise à l'arrêt. Pour les petits commerces, la situation est intenable. Le plus gros problème actuel, c'est l'argent. Chaque mois, il y a le remboursement des prêts, le salaire des employés et les factures. Nous espérons que le propriétaire pourra retarder le paiement du loyer et ce serait salutaire pour nous. Remettre la Chine au travail. Le régime met la pression pour favoriser la reprise et rassurer sur sa santé économique, quitte à tricher avec les chiffres. Selon ce journal chinois, les autorités locales auraient demandé aux usines de faire tourner les machines à vide, de laisser les lumières et les climatiseurs allumés. La consommation d'électricité est un indicateur de reprise d'activité régulièrement mis en avant par Pékin. Alors, question téléspectateurs, pouvons-nous limiter la propagation du virus sans prendre des mesures draconiennes comme en Chine ? Philippe Juvin, l'autre jour, il y avait un Français de Wuhan qui témoignait sur Europe 1. Ça faisait 1 mois et demi qu'il était confiné chez lui et il disait, mais la police est en bas. Il avait cette expression, il disait, je suis comme en prison chez moi. Bien sûr. Quand vous regardez le nombre de cas nouveaux en Chine, c'est comme une montagne et on est sur la pente descendante. Ça, c'est le fruit de leur stratégie qui est de dire aux gens, vous restez chez eux et de les forcer à rester chez eux. En théorie, si vous prenez toute la population d'un pays qui est malade, vous dites aux gens, pendant 15 jours, personne ne sort de chez soi, bah, par définition, au bout de 15 jours, il n'y a plus d'épidémie. Donc, est-ce que c'est efficace ? La réponse, c'est oui. Deuxièmement, est-ce que c'est faisable ? Là-bas, il y a un régime policier qui fait que, évidemment, les libertés personnelles sont probablement moins bien défendues qu'en France. Moi, je crois à la capacité des Français à accepter des mesures contraignantes quand elles sont expliquées.
C'est-à-dire tout le sujet, c'est que signifie la vie en société. La vie en société, ça a un sens si les gens acquièrent un sens commun et se partagent le même sens. Ouais. Ce même sens, c'est au gouvernement, aux gouvernants, aux intellectuels, à vous tous, à nous les experts, de lui expliquer le pourquoi. Ça va être très compliqué. Jules César, dans la guerre des Gaules, disait que les Gaulois sont un peuple bagarreur. C'est toujours le cas, 2000 ans après. Mais ça marche. Donc je pense qu'il faudra qu'on explique que ça marche. Agnès Ricard-Ribon, on est bien d'accord qu'en stade 3, si moi-même je suis contaminé, on me demande de rester confiné chez moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus le droit de sortir dehors pour promener mon chien? Alors, nous, on ne parle plus de confinement parce que pour obtenir l'adhésion de la population, il faut des termes qui soient acceptés. Et on parle plutôt de stratégie limitation de contact parce que le virus, il ne saute pas d'un trottoir à l'autre, donc on peut sortir son chien. Mais en revanche, il faut limiter les contacts, éviter de se serrer la main à tout le monde, éviter de postillonner ou de tousser ou d'éternuer face à son voisin. Mais par contre, on peut effectivement sortir son chien. Donc c'est un confinement light par rapport à ce qu'on observe en Chine. C'est une stratégie de limitation de contact. Je pense que les chiens chinois vont faire pipi quand même. Non, mais les rues désertes qu'on voit à Wuhan, depuis un mois et demi, c'est spectaculaire. On comprend qu'on ait envie d'acheter des pâtes et du riz et de faire des provisions. Pouvoir aller faire ses courses, il faut quand même pouvoir sortir, ne serait-ce que pour les besoins du quotidien, indispensables et essentiels. Et les soignants, il faut bien qu'ils viennent soigner dans les établissements. On ne peut pas empêcher une partie de la population, et c'est là où toutes les décisions doivent pouvoir maintenir tous les services publics. Donc dans les décisions, parfois les gens ne comprennent pas pourquoi on annule un rassemblement festif et qu'on va laisser le métro ouvert. Il y a cette balance d'avantages-inconvénients, bénéfices-risques, où il faut un maintien des services de l'État essentiels pour la vie de la population et prendre par contre une stratégie de limitation de contact de tout ce qui n'est pas indispensable à la vie des Français. Jean-Paul Hamon, est-ce que c'est une vue de l'esprit que de se dire dans 15 jours, on fera comme les Italiens, on fermera toutes les écoles, etc. Et dans un mois, on fera comme les Chinois, on fermera tout et on restera chez nous, on n'aura plus le droit de sortir. Et on aura besoin d'un code vert pour sortir. Là. Du temps de la grippe H5N1, il y avait eu un plan, on nous avait présenté, c'est la grippe aviaire, c'était en 2005 je crois. On nous présentait un plan où tout s'arrêtait, il n'y avait plus de transport, on n'allait plus au travail, les gens restaient confinés chez eux, et c'était les employés municipaux habillés comme des martiens qui apportaient la nourriture. Il y avait même les militaires qui protégeaient les pharmacies militairement, les pharmacies qui avaient du Tamiflu, qui est bien connu, qui n'a jamais servi à rien. On a oublié. Et donc c'était ça le plan de H5N1. Donc on va sûrement trouver quelque chose d'intermédiaire, parce que quand même en Chine actuellement, il y a une application où je voyais une femme qui est à Shanghai, elle dit je tape là et je sais où est le cas de coronavirus le plus proche, et là elle était à 2,5 km du cas le plus proche. Donc vous imaginez, vous êtes en voiture, vous avez un drone qui descend avec un QR code, vous scannez votre truc, on sait exactement à quel endroit vous allez, où vous êtes allé. Les policiers ont des casques où ils prennent la température à 3 mètres. Donc, si vous voulez. Mais il faut revenir, c'est pas vrai. Donc, ça sera certainement pas la Chine. Ça sera certainement pas ça. Est-ce qu'il y a un signal qui marquerait une inflexion et un début de recul de la maladie, Philippe Juvin? Quel serait-il? C'est si probable. Enfin, en Chine, le signal, ça a été quand on a commencé à compter moins de cas quotidiens. C'est le nombre de cas quotidiens sur une durée de plus de quelques jours. Si vous voulez, un patient a la capacité statistiquement d'infecter 3 personnes, ce que montrent les papiers. Deuxièmement, l'incubation, c'est de 2 à 12 jours, avec une médiane à 4,5 à 5 jours. Donc, avec ça, vous pouvez calculer sur les 12 prochains jours le taux prévisible de nouveaux cas. Si ce taux est inférieur à ce que vous avez prévu, vous êtes sur la décroissance. Je reviens juste sur le blocage total de la société. Mais comprenez que même en Chine, contrairement aux photographies que vous voyez, tout n'est pas arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a bien des gens qui font fonctionner les usines pour faire de l'électricité, de l'eau, vous voyez, pour apporter de la nourriture au magasin. Quand vous êtes aujourd'hui, quand on vous renvoie chez vous, que vous avez une forme mineure de la maladie, c'est ce qu'on fait, nous, à l'hôpital, on renvoie chez soi avec forme mineure. On dit aux gens de rester chez eux. Mais autant on leur dit n'allez pas au cinéma ou au théâtre, mais vous pouvez aller à la boulangerie, avec un masque, avec des conditions particulières. Mais les gens ne sont pas claquemurés chez eux à tel point qu'ils vont mourir de faim. C'est ça qu'il faut comprendre. Toute petite dernière question. Donc il y a plus de 600 contaminés en France, 716 exactement. Quand on est guéri,
On est immunisé, et ça y est, on est tranquille, on peut se balader, serrer les mains de tout le monde. On ne sait pas répondre avec certitude à cette affaire. On peut dire la chose suivante, c'est que quand on regarde les autres coronavirus, vous voyez, il y a plusieurs centaines de types de coronavirus, mais les deux plus importants, graves, le MERS en particulier, 10 ans plus tard, on a fait des études et on a montré qu'une partie de la population avait des anticorps, donc était protégée, mais la majeure partie n'avait pas manifestement développé d'immunité suffisamment importante pour ne pas se réinfecter. Donc, la rougeole, vous l'avez fait une fois, vous ne la faites pas une seconde fois. On n'est pas certain que ce soit le cas pour le corona, et d'ailleurs, on a déjà des cas de patients qui semblent s'être réinfectés. En France ? Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Le scénario le plus probable n'est-il pas que nous allons tous être contaminés par le coronavirus ? Et on s'en sortira. Non. Alors, non ? Non. Écoutez, d'abord, toutes les maladies virales, globalement, vous avez dans toutes les maladies virales un tiers de formes asymptomatiques. Le virus, en plus, évolue. Et puis, il y a un moment où il perd sa capacité à se propager, non, et puis à être méchant. Ouais. Troisièmement, les mesures que nous prenons sont toutes des mesures qui visent justement à éviter que vous passiez la maladie à tout le monde. Donc non, tout le monde ne sera pas malade, tout le monde ne mourra pas. Et je veux rappeler un chiffre simple, c'est qu'il y a au moins 99% de la population qui guérit de cette maladie. Ce n'est jamais dit, il faut le dire, 99% au moins guéris. Devant l'ampleur de l'épidémie, ne serait-il pas plus prudent de fermer tous les établissements scolaires ? Agnès Ricard-Ribon. Le professeur qui pose cette question. Est-ce qu'il est nécessaire de fermer les écoles dans les endroits où il n'y a pas de circulation active du virus ? Au jour d'aujourd'hui, on a identifié quelques clusters avec justement des chaînes de contamination qui sont majoritairement identifiées. Et dans ces endroits-là, on a fermé les écoles, effectivement dans l'Oise ou le Haut-Rhin. Mais là, est-ce qu'il est nécessaire de fermer les écoles dans la Creuse alors qu'il n'y a pas de circulation active dans la Creuse ? Le principe du stade 3, c'est qu'on considère que le virus est partout. Et donc, dès lors, il faudrait faire comme en Italie, fermer toutes les écoles. Alors non, on a une stratégie d'atténuation de la propagation du virus, mais encore une fois, fermer toutes les écoles n'a pas de sens parce que, comme le disait le directeur général de la santé, il y a des mosaïques de contamination qui sont différentes d'une région à l'autre ou d'un territoire à l'autre. Et toujours dans cette balance bénéfice-risque, avantage-inconvénient, fermer toutes les écoles, ça va complètement déstabiliser tous les services de l'État qui sont absolument indispensables au fonctionnement et tout le monde. Et donc, il faut prendre des mesures et pour qu'il y ait une adhésion de la population à ces mesures, il faut qu'elles soient pertinentes, expliquées et comprises. Et elles ne peuvent être comprises que si elles sont effectivement raison gardée, légitime dans certains endroits, pas forcément partout sur tout le territoire. Que risque que c'est pas si évident à mettre en œuvre que ça non plus, de fermer toutes les écoles. Parce que là, on a commencé dans l'Oise, on a fait un papier là-dessus au journal cette semaine. Enfin, les premiers retours, c'est que c'est pas si évident que ça. Pourquoi alors ? Parce qu'en fait, les profs ne sont pas habitués, les parents. Après, ça crée aussi, il faut avoir un ordinateur chez soi. Pour l'école, ma classe à la maison, là. Oui, voilà, il faut qu'il y ait quand même assez d'ordinateurs à la maison. Imaginez une famille où il y a 3 enfants, il n'y a qu'un ordinateur. Combien de temps chaque enfant peut avoir accès à l'ordinateur pour avoir les cours ? Apparemment, il se pose aussi des problèmes parce que, en fait, tous les profs, par exemple, en histoire géo, il paraît qu'ils font, le programme, ils sont assez libres dans la façon de le faire sur l'année. Donc, en fait, tous les élèves n'ont pas fait déjà la même chose et les cours qui sont envoyés à distance, c'est les mêmes cours pour tout le monde. Donc, il y a des élèves qui se retrouvent avec des cours qu'ils ont déjà fait en classe, qu'il faut qu'ils refassent chez eux. Et d'autres, c'est pas si simple que ça. Les élèves prennent ça pour 15 jours de vacances, non ? Ça peut tourner à ça selon les cas de figure. Donc, Que risque une femme enceinte si elle est contaminée par le coronavirus ? Il y a plusieurs papiers qui sont publiés maintenant depuis 2-3 mois, chinois essentiellement, qui montrent qu'il n'y a pas de preuve du passage transplacentaire, de la mère à l'enfant quand l'enfant est dans le ventre de la mère. En gros, les mamans ont le coronavirus et quand elles accouchent, on fait le test, le bébé ne l'a pas. Premier point. On n'a pas de cas de description de passage. Deuxièmement, on demande, en Chine, la recommandation, c'est quand le bébé est né, on écarte le bébé et la maman pendant 14 jours, comme on le ferait avec une malade et quelqu'un de sain. Et deuxièmement, on déconseille, même en fait on interdit aux mamans d'allaiter les enfants. Les vêtements peuvent-ils être vecteurs de contamination ? Jean-Paul Hamon. Ce sont des surfaces inertes et il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas donc contaminants. Donc quand on éternue dans sa manche, la manche est contaminée. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la durée de vie de ce virus sur les surfaces inertes actuellement.
du temps de la grippe aviaire. On disait que le virus H5N1 pouvait rester 12 heures au soleil dans la fiente de pigeon et 36 heures s'il était à l'ombre. Et donc, moyennant quoi, quand il y avait un pigeon mort, vous aviez des types qui venaient chercher ça, habillés comme des martiens, qui prenaient ça avec des pinces pour le mettre dans des sacs étanches. Et puis, à côté de ça, vous aviez des gars de la voirie qui vous faisaient des aérosols de grippe aviaire en passant le Karcher devant la place de la mairie. C'était assez génial. Donc, effectivement, 3 heures en moyenne. Mais J'adore votre façon bonhomme de résumer les pratiques sanitaires du passé. Alors, le stade 3 ne correspond-il pas à une mise à l'arrêt pure et simple du pays ? Robin, dans l'Indre, chef d'entreprise. C'est tout le sujet, bien sûr. C'est pour ça que le stade 3 généralisé partout, ça ne peut pas fonctionner durablement, puisque qui vous donne à manger, qui vous soigne, qui vous apporte de l'eau, qui éteint les incendies quand il y en a, qui fait la police quand il y a des cambrioleurs. Vous voyez, donc le stade 3, ça sera forcément un stade, comme l'a dit Agnès, partiel et proportionné. Donc la fermeture des marchés, comme on le voit, on l'a vu dans l'Oise, ça n'est pas une mesure qui serait généralisée. Les marchés, il y a beaucoup de contacts manuels entre ceux qui achètent et ceux qui vendent, ce qui est un peu différent dans les supermarchés où il y a beaucoup moins de contacts manuels. Donc c'est une des explications pour la fermeture des marchés. Ça n'a de sens que dans les endroits où il y a une circulation active vraiment du virus. J'ai fait mon marché ce matin. Ils mettent les fruits dans un sac. On récupère le sac. Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup plus de contact dans les hypermarchés dans les marchés que dans les hypermarchés. Non, mais Jean-Paul, est-ce qu'on se pose ces questions? Le vrai problème, c'est que là, vraiment, la chose qu'il faut marteler, c'est-à-dire que les masques doivent arriver dans les cabinets médicaux, dans les cabinets de ville, absolument. Il faut absolument que les gens, les médecins aient des masques FFP2 qui protègent davantage. Les ORL n'en ont pas, les ophtalmos n'en ont pas, les stomatos n'en ont pas, les médecins généralistes n'en ont pas. Or, encore hier, j'ai suturé une personne, je suis resté au contact à 30 cm d'elle pendant 20 bonnes minutes. J'ai mis un masque FFP2 qui date d'il y a maintenant 15 ans. Et donc, vous craignez qu'il ne soit plus non, mais il était valable. étanche, Mais il faut que le gouvernement nous fournisse, nous protège si on veut continuer à soigner la population. Sauf qu'on imagine que les gouvernements du monde entier... C'est vraiment important, parce que moi j'avais ce matin un généraliste qui travaille dans le Morbihan, donc là qui est déjà finalement dans une zone aussi très particulière, et il disait que normalement il est sur une petite commune, ils sont 3 généralistes, ils auraient dû, en fait on leur avait dit lundi que seraient livrés à la pharmacie du bourg 6 boîtes de masques pour les 3 généralistes du petit village. Et en fait, ils y sont allés mercredi et il y avait 2 boîtes pour les 6 généralistes, sachant qu'ils me disaient qu'une boîte, c'est 50 masques et qu'en une journée, il faut à peu près 4 masques par médecin. Donc en fait, finalement, on est très vite, la boîte, elle est très, très vite épuisée. Le Morbihan, donc c'est là où il y a un foyer de contamination à Carnac. Bien sûr, il y a un foyer. Ça pose une autre question, Philippe Juvin. On constate que ce virus éclate dans des petites villes et pas là où on l'attend, dans les grandes villes où il y a un brassage international. Il est quoi, en Savoie, dans le Haut-Rhin, dans l'Oise et dans le Morbihan? Alors, il y a deux explications possibles. D'abord, vous ne parlez que des cas qu'on a dépistés. Parce que si on faisait des mesures à la tiers-té de la population française aujourd'hui, là, il y aurait beaucoup plus de patients, de gens desquels on dirait ils sont infectés, c'est une certitude. Deuxièmement, pourquoi ? Parce qu'on est à la phase initiale de l'épidémie. C'est qu'en fait, les épidémies commencent par des patients. Et donc, le hasard a fait qu'ils habitaient là, là et là. Et puis, s'il y en avait eu un dans le 15e arrondissement, ça aurait commencé dans le 15e arrondissement. Le plan bleu a été déclenché dans les EHPAD. Qu'est-ce que cela implique pour le personnel ? Donc, le personnel... Alors, le personnel, on renforce un peu le personnel dans les plans bleus, mais surtout, on évite les visites de façon à éviter que les personnes âgées ne soient contaminées. Il y a une vigilance plus importante sur les prises de température, sur les soins, sur la protection du personnel soignant. Et il y a une mobilisation de façon à éviter les hospitalisations inutiles et réserver ces hospitalisations de façon pertinente pour ceux qui le justifient vraiment. Et c'est un enjeu majeur à l'heure actuelle, c'est que l'hôpital doit être réservé pour les hospitalisations vraiment pertinentes et probablement décalées, ce qui n'est pas urgent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Demain, c'est politique. Karim Rissouli recevra le sociologue Frédéric Worms. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est l'Hebdo.